Bonjour à toutes et à tous. Il est très agréable de recevoir ici à l'ouverture des journées francophones de radiologie Bruno Bonnemain. Bonjour Bruno Bonnemain. Nous allons parler d'électricité et nous recevons également Frédéric Rose. Vous êtes le responsable des collections du musée de la radiologie. Pour commencer avec vous, Bruno Bonnemain, vous êtes passionné d'histoire et vous vous intéressez tout particulièrement à l'électricité. Pourquoi l'électricité? Et notamment nous en parler ici dans la maison de la radiologie. Eh bien parce que les radiologues ont toujours été intéressés au départ par tous les phénomènes électriques. Et donc comme je me suis intéressé avec le musée de la radiologie à l'histoire de la radiologie, c'était tout naturel qu'il y ait un chapitre consacré à l'électricité médicale. Vous avez d'ailleurs écrit, et je crois que cela a été édité par la Société française de radiologie et par le musée de la radiologie, vous avez écrit un joli livre dans une nouvelle collection, un domaine, l'électricité, de l'électrodiagnostic à l'électrophysiologie, un domaine qui a passionné les radiologues au début du XXe siècle. Ça commence quand en réalité, l'intérêt pour l'électricité? Alors l'intérêt pour l'électricité d'abord a existé dès l'Antiquité. On avait déjà utilisé, par exemple, les poissons torpilles pour traiter un certain nombre de patients. Donc c'est très ancien. Mais au XVIIIe siècle, ça a été beaucoup mis en valeur. Et surtout à la fin du XIXe, parce qu'on a commencé à avoir une approche scientifique. On peut dire qu'avant 1850, c'était un peu du bricolage. Et à partir de 1855, avec entre autres Guillaume de Boulogne, on a vraiment commencé à vouloir apporter un aspect scientifique à cette électricité médicale. Et à partir des années 1884, on a créé le premier service d'électrophysiologie et d'électrothérapie à Cochin. Et alors cette histoire, effectivement connue par les médecins, cette histoire va durer jusqu'à quand? Et jusqu'à quand on se rend compte que peut-être effectivement l'apport de l'électricité en termes thérapeutiques n'est peut-être pas aussi importante que ce que l'on espérait? On peut dire que c'est avant la Deuxième Guerre mondiale que c'est vraiment arrêté, pratiquement arrêté. Il y a eu un gros développement avant la Première Guerre et ensuite progressivement une disparition. On le voit par exemple dans le journal d'électrothérapie qui existait en 1894. Au début, c'était que des articles d'électricité médicale et dans les années 1930, il y avait quasiment plus d'articles du tout et c'était des articles de radiologie. Alors, on a associé l'électricité également aux traitements thermaux. Oui. Expliquez-nous ça. Pourquoi? C'était les mêmes approches? Une des inventions qui a été importante, ça a été la diathermie. C'est D'Arsonval d'ailleurs qui l'a mis en évidence, hein, la diathermie. C'était un traitement par de l'électricité à très faible intensité, mais à haut voltage. Et donc ce traitement par la diathermie a été utilisé dans beaucoup de domaines, mais entre autres dans les stations thermales où on prenait des bains électriques qui ont eu une certaine vogue pour tout un tas de pathologies, y compris des pathologies bénignes comme le rhume. Hein. Donc il y a eu vraiment une mode très importante à la fin du 19e. D'accord. Et c'était une approche qui était européenne, plutôt française ou allemande ou C'était plutôt français. Beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'électricité médicale en France. Beaucoup moins dans d'autres pays européens et encore moins aux États-Unis. Alors on voyait bien effectivement en physiologie notamment et dans toutes les pathologies musculaires, on s'intéressait également à l'électricité, c'est bien ça? Voilà, on cherchait justement dans les stations thermales, on avait la possibilité d'avoir des cures électriques pour stimuler les muscles sans bouger. Et en particulier pour les gens paralysés par exemple. Oui, alors les psychiatres, ça oui. Alors les psychiatres aussi, oui, bien sûr. Parlez-nous un peu de ça. Les maladies mentales en général, incurables, on essayait tout, y compris l'électricité. Hein. Oui, bien sûr. Et alors, quel est l'intérêt que les radiologues ont porté, mais aussi les pharmacologues finalement? Et puis à un moment, ça s'arrête. Et on passe plutôt au rayon, et on passe plutôt à la chimiothérapie. Enfin, voilà. En fait, effectivement, il y a eu deux aspects. Il y a eu le fait que les radiologues ont été complètement absorbés par les rayons X. Au départ, ils s'intéressaient un peu à tout. Puis, au fur et à mesure des années, il y avait tellement de choses à découvrir en radiologie qu'ils se sont concentrés sur la radiologie. D'autant plus qu'elle avait un réel apport pour les patients, directement visible. Donc ça, c'était très important. Et côté de la chimiothérapie, il y a eu tout un débat au début du XXe siècle sur l'intérêt de la chimiothérapie
un certain nombre de gens considéraient que les premiers alcaloïdes étaient largement suffisants pour traiter toutes les maladies. Et il a fallu qu'au début du XXe siècle, on mette au point des produits importants en chimiothérapie pour montrer que c'était en fait la voie à suivre et qui a pris ensuite le relais pendant tout le XXe siècle. Alors je rappelle que vous vous intéressez beaucoup à l'électricité et à la radiologie, mais en fait vous êtes pharmacien. Voilà. Hein, et vous êtes d'ailleurs même le vice-président de la Société d'histoire de la pharmacie. Non, c'est président. Président, vous êtes le président. Et vice-président de l'Académie de pharmacie. Hein. Voilà. Donc vous êtes effectivement à la fois un proche des radiologues et en tout cas très sensible à toutes ces évolutions. Oui, je suis un proche des radiologues aussi parce que j'ai travaillé dans une société de produits de contraste, donc je connais très bien la radiologie. Et alors, l'électricité aujourd'hui, alors l'électromyogramme, les électrocardiogrammes, ça nous parle. Bien sûr. Oui. En fait, l'électrocardiogramme a été le premier à être mis au point au courant du 19e siècle, la deuxième partie du 19e siècle. L'électroencéphalogramme a été plus tardif dans les années 30 et l'électromyogramme également. Mais effectivement, c'est des approches qui au départ n'étaient pas très importantes parce que, encore une fois, on cherchait surtout à traiter les patients avec de l'électricité, mais on s'est rendu compte que finalement, sur le plan du diagnostic, c'était extrêmement important d'utiliser l'électricité produite par le corps humain. Et donc, entre autres, l'électrocardiogramme. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Bruno Bonnemain, pour terminer notre entretien, est-ce qu'on pourrait estimer que peut-être dans l'avenir, on va redécouvrir l'électricité, qu'elle pourrait devenir un élément important dans la thérapeutique? De toute façon, il y a un certain nombre de pathologies aujourd'hui qu'on traite à l'électricité. Par exemple, certaines tumeurs du foie ou d'autres lésions. Mais ça reste marginal par rapport à d'autres approches thérapeutiques. Et je pense que ça restera marginal, malgré tout, à moins qu'on ait une découverte extraordinaire. Mais je pense que ça restera marginal par rapport à toutes les autres approches que l'on a aujourd'hui. Frédéric Rose, donc vous vous intéressez également à l'histoire. Bonjour. Bonjour. Et tout particulièrement, vous, un musée, la Société française de radiologie, a créé un musée de la radiologie. Pourquoi ? Écoutez, l'idée d'un musée de la radiologie est assez ancienne, mais elle a pris forme récemment suite à l'emménagement de la SFR dans des nouveaux locaux dans le 13e arrondissement de la Société française de radiologie. Voilà. Donc, à cette occasion, le Centre Antoine Becler, qui est une association qui perpétue la mémoire d'Antoine Becler, le pionnier fondateur de la radiologie française, a rapatrié son patrimoine dans ses locaux et la SFR a développé des aménagements pour le présenter, le mettre en valeur. Alors on s'en est pas tenu là. D'autres objets sont venus compléter les collections. Depuis 2008, ça fait 4 ans maintenant à peu près, ces collections ont plus que doublé de volume et constituent un véritable musée de radiologie. Alors moi je l'ai visité, c'est très impressionnant. Il y a combien d'objets ? Nous avons environ 400 objets, alors des choses simples, petites, un dosimètre, des pins à l'effigie de la radiologie, et quelques objets un peu plus importants, groupe radiogène, scopie. Voilà. Et ça intéresse les radiologues ? Écoutez, oui, je pense, les radiologues de 7 à 77 ans, mais pas que d'ailleurs. Alors, le musée a plein d'activités, j'ai découvert ça. Oui, absolument. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites ? Le musée, ça ne se limite pas à des collections d'objets, c'est aussi des activités, par exemple l'organisation de séances lors des journées francophones de radiologie. C'est dans une séquence dédiée, la page Histoire, dans l'émission des JFR 365, toute l'année. Et puis c'est aussi l'année dernière, en 2021, nous avons accueilli ici le symposium organisé par l'ISHRAD, l'Association internationale d'histoire de la radiologie. Cette année, il se tient en ce moment même à Cracovie. Donc nous pouvant être présents, nous avons envoyé une communication sur Antoine Becler d'ailleurs. Voilà, donc le musée, c'est aussi des publications. Nous éditons cette année le 2e volume sur l'électricité, après un volume sur les tubes. Nous avons aussi récemment participé par le prêt d'objets à la production d'un film, d'un court-métrage, qui est diffusé cet après-midi à 16h. Je vous invite à le voir, c'est une évocation d'Irène sur le front en 1917.
Et puis, et nous sommes heureux à l'occasion de la fête de la science, donc qui se tient sur une semaine à partir d'aujourd'hui également, d'organiser une première ouverture publique, si j'ose dire, donc le 14 octobre. On accueillera dans cet événement national, on organisera des visites. Oui, alors vous avez des relations avec d'autres collections? Bien entendu, on a des relations évidentes et naturelles avec le musée Curie que nous avons rencontré, avec le musée d'histoire de la médecine à Paris. On a des rapports particulièrement privilégiés avec le musée belge de radiologie, qui a été fondé il y a déjà plus de 30 ans par le professeur Van Tigelen. Et d'ailleurs, il a réalisé une série de posters que vous pouvez voir au niveau 1 à l'occasion de ces JFR. Il y a un musée important que moi je connais, c'est Saint-Louis, non? Alors, Saint-Louis, il y a un musée des moulages. Oui. Et on a aussi rencontré ces personnes parce que dans les collections du musée Béclair, il y a une série de moulages de cire pédagogique. Finalement, Pardon. Frédéric Roy, Oui. c'est quoi votre projet, les objectifs de la Société française de radiologie et peut-être qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, voilà, pour terminer. Le projet, c'est mieux faire connaître la radiologie, son histoire passée, plus récente, les innovations qu'on émaillé tout au long de ces décennies de ce plus 125 ans d'imagerie. Montrer comment les radiologues ont été inventifs, leur investissement, le lourd tribut qu'ils ont payé parfois pour certains. Je vous invite d'ailleurs à voir les posters réalisés par Michel Amiel et les HCL, aussi présents dans ces JFR. Pardon. Oui, parce qu'il y a des donateurs, il y a des radiologues ou des médecins ou des pharmaciens qui vous vendent, je ne sais pas. Alors tout à fait, il nous arrive de faire des acquisitions auprès de particuliers, de marchands, mais on a aussi des dons de médecins, de radiologues, de particuliers et d'entreprises, de partenaires de la SFR qui nous ont légué une partie du patrimoine. Pour terminer, si on veut aller au musée, on va où? Alors, musée de la radiologie, c'est 47 rue de la Colonie à Paris, dans le 13e arrondissement, dans les logos de la Société française de radiologie. On prend rendez-vous ou on y va? Oui, absolument. Il est conseillé soit par email, par téléphone, vous contactez la SFR. C'est dans les locaux où la société exerce son activité, donc ça nécessite de s'organiser. L'amoureux d'histoire que vous êtes doit être content de voir que les radiologues s'intéressent à leur passé, à leur histoire, à leurs racines. Absolument, c'est très important qu'on ait en tête toute cette histoire de la radiologie qui montre effectivement la créativité des radiologues au fil des années. C'est assez extraordinaire. Vous savez ce que disait Ricoeur? En raison de son grand âge, il se tournait vers son passé. Mais ce qui n'interdit pas de se tourner à la fois vers son passé et vers son avenir. Absolument, c'est très important. Absolument, oui, la vocation du musée n'est pas uniquement le passé ancien, même si actuellement nos collections représentent plutôt une première page, mais justement, beaucoup de travail reste à faire. Merci d'être venu nous voir. Je vous remercie. Merci.